Et du coup pour la seconde vidéo je vais parler d'une bande dessinée américaine de Derf Backderf qui a été publiée dans sa version française chez Ça et la édition. Donc Ça et la édition, c'est une maison d'édition française qui est spécialisée dans la publication et la traduction de bandes dessinées étrangères. Et j'ai pas mal hésité sur quelle bande dessinée j'allais partir dans la bibliographie de Derf Backderf. De Backderf, je vais dire pour la vidéo, ce sera plus simple. Parce que c'est un auteur que j'apprécie vraiment beaucoup, que j'ai découvert d'abord avec Punk Rock et Mobile Homes. Et c'est une bande dessinée qui m'a directement parlé par le dessin, par la narration, par l'humour, par ce que ça raconte globalement, quoi. Mais c'est vrai que peut-être que sa bande dessinée la plus marquante, à cause de tout le background qu'il y a derrière, c'est Mon ami Dahmer. Et donc Mon ami Dahmer, c'est une œuvre assez particulière parce que Jeff Dahmer, c'est une personne serial killer qui a réellement existé et que Backderf a fréquenté, avec lequel il a été ami lors de ses années lycée, adolescente. Et donc cette bande dessinée raconte la relation que ses amis et lui avaient eue avec Dahmer à l'époque. Et donc donne le point de vue de quelqu'un qui a réellement connu Dahmer à l'époque où ça n'avait pas encore dégénéré, et donne ses observations par rapport à ça, son discours critique, qu'il va alimenter également de sources journalistiques et d'enquêtes qui ont été faites après la révélation des crimes. Et forcément tout ce background là que Backderf A avec Dahmer rend le récit vraiment très puissant. Et c'est un récit aussi assez troublant parce que forcément un serial killer, en plus là on parle de cannibalisme, en plus des meurtres et aussi de nécrophilie. Donc vraiment des pulsions et des actes terriblement dérangeants, malsains. Mais derrière lesquels il y a aussi donc cette personne, Jeff Dahmer, qui enfin c'est pas sorti de nulle part quoi, ce parcours de vie qu'il a eu et qui l'a amené à commettre ces horribles choses. Donc le récit recontextualise la vie de Dahmer, la misère sociale qu'il a eu, la misère familiale, la misère affective, que c'était vraiment un paria sur tous les plans de la vie. Et en plus après j'ai aussi maté le documentaire NBC où on voit Dahmer et ses parents directement interviewés, et c'est terriblement triste et enfin c'est très lourd à regarder comme documentaire, j'ai eu du mal à aller jusqu'au bout. Et donc voilà, c'est tout ce tragique de la vie et cette empathie qu'on peut ressentir envers ce tueur, et en même temps cette condamnation ferme pour les actes qu'il a commis, parce qu'on peut pas cautionner ça forcément quoi. Et donc cette bande dessinée parle de marginalité aussi, de qu'est-ce que c'est d'être un paria de la société. Et ça c'est un thème récurrent dans les bandes dessinées de Backderf, et comme c'est quelqu'un qui comprend très bien le sujet, il le raconte très bien. Et donc cette marginalité est représentée dans le récit en soi, dans ses personnages, et toujours sans jamais de mépris de classe ni quoi que ce soit. Il y a toujours beaucoup d'empathie envers ces personnages, même envers les gens les plus compliqués, les plus inadaptés sociaux, on va dire. Il y a une réelle compréhension de l'auteur sur les personnages qu'il met en scène. Donc je disais, cette marginalité est aussi représentée par le dessin de Backderf. Le dessin de Backderf qui est ce qu'on pourrait qualifier de underground. Mais voilà, le dessin de Backderf, si vous avez déjà participé ou lu des fanzines sales, photocopiées, reliées à la graffeuse et distribuées dans les cours de lycée, c'est typiquement le genre de dessin que l'on peut retrouver dans ce genre de fanzine, quoi. Où c'est pas un dessin académique, esthétique dans le sens plus traditionnel du terme, et aussi parce que dans une bande dessinée, si l'auteur a un sens de la mise en scène, du découpage, du rythme, le dessin va être sublimé par ça aussi quoi. Du coup le dessin de Backderf, où tu vas beaucoup plus ressentir les limites que le dessinateur peut avoir en termes de représentation de scène, c'est-à-dire le mec qui va pas savoir, c'est pas un Nicolas de Crécy, un Book ou ce genre de dessinateur virtuose où quand tu vois leur dessin, tu sens qu'ils savent te dessiner n'importe quoi. Avec un dessin comme Backderf, tu sens directement beaucoup plus les limites de représentation du truc. Mais pour autant, c'est un dessin que j'apprécie beaucoup, qui arrive à être très juste par beaucoup de moments aussi. Mais ce genre de dessin permet aussi de penser différemment son dessin, justement. Parce que quelqu'un comme De Crécy, etc., comme je citais, qui ont une maîtrise de leur dessin qui semble incroyable, qui ont l'air de pouvoir penser et réaliser n'importe quel dessin. Il y a aussi certains dessinateurs justement qui ont des dessins plus académiques avec des maîtrises parfaites de la perspective, comme Skuyton par exemple, qui permet évidemment de faire aussi des choses grandioses. Mais ici, un dessin comme Backderf, qui ont leurs limites, mais aussi leur liberté, car ils savent passer hors du cadre de la perspective parfaite, hors du cadre de quelque chose qui doit être esthétiquement parfait. Quand on regarde par exemple une case de Christophe Blain, la case,
elle est parfaitement composée et parfaitement maîtrisée, quoi. En termes de volume, en termes de traits. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je ressens une case de Christophe Blain. Ici, justement, le fait de ne pas être dans ce type de dessin permet de proposer d'autres types de compositions, d'autres types de manières de représenter un mouvement, par exemple. Genre, parfois, il y a un personnage qui est penché et qui regarde derrière lui. Et ben, Bagderf va complètement désosser sa tête pour la positionner de manière super bizarre et qui n'a pas de sens d'un point de vue anatomique, mais qui dit beaucoup de choses graphiquement, quoi. Et je suis souvent plus touché par un dessin comme ça. Après, Blain, justement, c'est pas un contre-exemple par rapport à ça, parce que Blain a énormément de liberté dans son dessin. Mais par exemple, tu vas prendre certains dessins de beaucoup de mouvements de mangaka actuellement qui ont des dessins que je trouve vraiment super rigides, qui ont l'air d'avoir 1000 balais dans le cul. Parce qu'ils maîtrisent trop leur dessin, parce qu'ils ont leur trait est trop parfait, quoi. Et ça aussi, ça raconte quelque chose d'intéressant sur l'esthétisme. Si on va voir par exemple un dessin, un récit à la Death Note avec des personnages très froids, un dessin comme ça est pas mal quand même. Mais moi j'aime aussi les accidents, j'aime les dessins bizarres de ma vidéo sur Auguste d'ailleurs de Christophe Blain. Je parlais de Blain qui montrait un cow-boy accoudé à un comptoir sauf que Blain lui avait complètement inversé les articulations des coudes pour faire accouder magnifiquement ce cow-boy à ce comptoir, de nous montrer une position de cow-boy dans un saloon tel qu'on se l'imagine, se le représente, se le fantasme, et pour ça il a dû inverser les articulations de ce cow-boy. Et donc cette manière d'appréhender le dessin permet des largesses et de représenter la réalité de manière plus juste que si elle était représentée justement de manière fidèle. Littéralement fidèle, anatomiquement, perspectivement, tout ce que vous voulez. Et c'est pas innocent pour moi d'avoir un dessin comme ça et de vouloir parler de marginalité. Parce que justement, c'est un dessin qui est marginal à point de vue, marginal dans l'imaginaire que l'on se fait de ce type de dessin dans la bande dessinée, que moi je relie directement à du fanzine, de la BD underground, et marginal aussi très littéralement, car on est très loin de l'académisme et on est très fort dans un dessin hyper codifié, bande dessinée aussi. Et que cette marginalité aussi va se retrouver aussi dans les types de physique que va proposer Bagderf. Il nous représente des vraies gueules d'adolescents aussi. Je pense que Bagderf aurait très bien pu dessiner la plupart d'entre nous adolescents. On se serait dit mais putain, ouais, il a bien capté ma tronche quoi, et mon attitude. Et même ces personnages qui sont censés être dans les canons de beauté plus acceptés, genre des meufs de lycée considérées comme belles, même ces personnages-là vont pas être forcément magnifiés incroyablement, etc. Ils vont quand même garder ces gueules d'humains et ce regard non complaisant que donne Bagderf à ces personnages, quoi. Même ces personnages de la pom-pom girl de lycée va pas être un canon esthétique incroyable, quoi. Et que donc ça donne une vision plus globale de l'humain qui est intéressante et qui est mise sous la manière dont Bagderf perçoit le monde. Et ça c'est toujours intéressant de voir et de fantasmer, enfin fantasmer, par fantasmer je veux dire de suranalyser, de se dire, j'aime toujours bien ce discours en fait, de se dire que le dessin d'une personne va représenter beaucoup sa manière dont il va capter et comprendre et synthétiser le monde, mentalement et physiquement par le dessin donc. Et pour finir avec ce truc du dessin, ça donne aussi des compositions intéressantes. Par exemple, c'est un truc qui, vous pouvez observer ça se fait jamais par exemple, quand on fait une case de bande dessinée, de mettre, à moins vraiment qu'on veuille représenter un mur et quelque chose sur lequel quelqu'un s'appuie, on ne représente jamais un trait, un personnage ou même d'habitude un objet ou quoi, qui va juste frôler la bordure du cadre. Je vais vous faire un dessin pour vous montrer exactement ce que je veux dire par là. On va toujours au moins le décaler un peu ou le faire dépasser du cadre, quoi. On va jamais le faire toucher parce que ça va faire une composition qui va sembler bizarre. Et quand c'est fait, donc c'est vraiment pour représenter quelque chose de précis, comme je disais, quelqu'un où tout d'un coup le bord de la case va devenir un mur sur lequel s'appuyer, quoi, quelque chose de physique. Et donc dans cette idée-là, pour représenter du désordre, un dessinateur habituellement va représenter du désordre, ça peut être compliqué, je suppose, pour certains. Et donc va pour disperser des éléments différents, genre des feuilles comme ici sur de l'eau, pour pas qu'elles soient déposées par un dessinateur et que ça semble être quelque chose qui est dû au hasard ou alors un bordel sur un sol ou des choses comme ça, quoi. On va disposer les objets pour parfois on va mettre deux l'un à côté de l'autre et puis en diagonale on va mettre un autre et puis on va un autre aligné, mais on va jamais essayer de mettre un pattern précis
de la manière dont on va disposer les éléments. Et justement ici Bagderf avec les feuilles sur l'eau, il va aligner quasiment ces feuilles parfaitement en un cadre quoi, plutôt que les disposer de manière qui semble plus due au hasard dans sa composition. Et ça peut sembler rien dit comme ça peut sembler complètement anecdotique et peut-être que ça l'est. Mais j'aime bien le fait que qu'un dessinateur qui va être plus dans une esthétique classique n'aurait jamais montré les feuilles de cette manière-là, quoi. Alors que, bon, le hasard peut aussi produire des choses assez stables, justement. Bon, ça peu importe à la limite. Ça aussi, c'est toujours intéressant de se dire, bah oui, c'est vrai, en fait, on peut représenter les choses différemment de ce qu'on a l'habitude de voir. Et que, encore une fois, ça semble rien, mais moi, je kiffe de voir des gens qui vont dessiner des feuilles disposées sur le sol, complètement alignées, quoi. C'est complètement improbable, normalement, dans plus de 90% des autres bandes dessinées, quoi. Et Bagderf aussi, dans ses récits, va, de manière générale, explicitement dire qu'il va mettre des éléments autobiographiques dans ses récits, ce que font tous les auteurs à différents degrés, hein. Le premier degré est l'autobiographie, et puis on va rendre de plus en plus cryptiques les éléments qu'on a envie de raconter de sa vie personnelle dans les récits. Et ça fait quelque chose d'assez intéressant, d'autant plus qu'il est journaliste, et donc la BD journalisme, c'est toujours quelque chose d'assez particulier, je trouve, parce que même si dans un documentaire classique, entre guillemets, que ça soit sur une enquête journalistique retranscrite dans un article, dans un papier, ou un documentaire filmé, il va toujours y avoir une forme de mise en scène et de manipulation et d'interprétation de la réalité qui va faire qu'on sera jamais sur une réalité objective, ça de toute façon. Mais la bande dessinée, ça c'est peut-être un biais que j'ai, mais j'ai l'impression que ça rend encore plus subjectif à cause du dessin justement les événements que l'on essaie de retranscrire, quoi. Et que donc j'ai du mal à voir vraiment la bande dessinée comme un outil journalistique pertinent, et je pense que je me trompe sur ce sujet-là, mais faudrait que je me cultive un peu plus sur ce sujet. Mais que ça donne de les BD de Bagderf un discours intéressant sur la relation entre la fiction et la réalité, quoi. Où Bagderf va pas hésiter à raconter des moments où il a ressenti un fort moment symbolique signifiant a posteriori sur la vie de Jeff Dahmer. Par exemple, il y a cette scène vraiment incroyable où Jeff Dahmer était considéré par sa bizarrerie comme une espèce de mascotte locale pour son groupe d'amis. Et donc lui et un de ses potes s'amusaient à incruster Dahmer dans les photos de classe des autres personnes. Comme ça, il était toujours là avec son groupe, avec son look bizarre, tout rigide, dans les différentes photos de classe, et donc ça donnait une espèce d'absurdité. Il y a un moment où une des profs s'en est rendu compte pour sa propre photo de classe, et elle a pris un gros marqueur noir, et elle a barré la tête de Dahmer, quoi. Et donc forcément, lui qui est quelqu'un de marginal, qui en plus était déjà pris avec l'alcoolisme, mais qui était complètement ignoré, ou qui passait inaperçu dans le monde des adultes et des professeurs, de ses parents, malgré tous les signaux d'alerte qu'il y avait. Et ben là, t'as quelque chose de très fort symboliquement, quoi. T'as la prof qui va barrer la tête de l'élève marginalisé, et c'est quelque chose qui s'est pourtant réellement produit, quoi. Et qu'on aurait très bien pu retrouver dans une fiction pour signifier un moment fort, et ça aurait pu être une anecdote complètement inventée, mais que donc même dans la réalité, on est constamment dans quelque chose d'ambigu entre oh punaise, ça travaille notre imaginaire, et en même temps c'est quelque chose qui s'est concrètement passé. Et que donc la fiction et la réalité ne sont pas deux choses complètement décorrélées, et que l'un nourrit constamment l'autre, quoi. Ça va dans les deux sens. Et la bande dessinée, c'est bourré d'éléments fictionnels qui vont être signifiants, notamment dans la mise en scène dont je vais parler après. La mise en scène de Derf Bagderf, pour parler de l'isolement que subit Dahmer, il va mettre en place certains éléments pour raconter ça, et donc créer du symbolisme. Et donc c'est pas mal, je trouve, pour une espèce de journalisme gonzo, hyper subjectif, de utiliser la bande dessinée où justement on est dans l'ordre du témoignage, même si Bagderf fait un travail journalistique, comme je l'ai dit, où il va aller rechercher des sources, notamment du FBI et tout, pour pouvoir mieux raconter son récit, être un peu plus proche quand même de la réalité. Il est quand même dans une posture de quelqu'un qui raconte avant tout un témoignage, avec tout ce que ça peut avoir de faussé. Et en même temps, c'est ce qui est intéressant, quoi. C'est sa subjectivité par rapport à ça. Et d'ailleurs, même la tronche de Jeff Dahmer est particulière dans la manière dont il l'a retranscrite. C'est pas... c'est à la fois ressemblant et à la fois pas du tout, quoi. Et aussi, ça permet
des astuces qu'on ne peut beaucoup moins faire avec un acteur, par exemple, genre les lunettes de Dahmer. Bah, s'il a envie tout d'un coup d'effacer ses yeux derrière le reflet des lunettes pour faire un type de regard et de tête particulière, il peut le faire à loisir. Ce qui va donc donner aussi une impression d'une personne qui a réellement existé, pas d'un personnage justement. Mais il le mélange en faisant quand même une sorte de personnage. Et en même temps, on est toujours rattrapé par le tragique, par le profond tragique de l'histoire. On a constamment des rappels à la réalité par aussi les encadrés narratifs qui racontent ce qui se passait dans la vie de Dahmer de manière beaucoup plus formelle. Et donc tous ces éléments font que c'est une lecture de bande dessinée très intéressante à avoir, je pense, dans sa vie de lecteur. Et que c'est une BD même importante, je pense, dans le paysage de la bande dessinée. Et aussi dans ce discours de fiction et de réalité, c'est vrai qu'on a tous connu aussi des marginaux, notamment dans les années lycée, où on va justement, comme le fait Bagder et ses amis avec Dahmer, on va, et c'est assez triste quand on y pense, mais rendre plus personnage la personne, on va se la caricaturer ses bizarreries, les mettre en exergue. Donc c'est une manière qu'on a de pouvoir s'en amuser, de rendre le quotidien plus marrant, je suppose. Mais en accentuant leur étrangeté aussi, c'est peut-être une manière de les rendre moins humains, même si c'est pas l'intention de base. Et aussi, c'est peut-être une manière de se protéger de faire ça, parce que en fictionnalisant quelqu'un, en l'ancrant moins dans le réel, on va se sentir moins concerné par ses problèmes, parce que si quelqu'un est marginal, il y a quand même souvent une souffrance derrière, quoi. Que la personne a d'elle-même des attributs qui vont la marginaliser et qu'en plus les comportements des autres humains vont accentuer cette marginalisation. Et que moi-même ça a fait écho à des expériences, des personnes que j'ai pu rencontrer, etc. Et que ça m'a aussi un peu troublé à ce niveau-là, de se dire tiens, tu réfléchis à des comportements que tu as pu avoir, et sauf que là en plus on te raconte un récit où c'est parti dans un extrême pas possible, quoi, où une fois adulte, Derf Bagderf a un jour reçu un coup de fil et lui a appris que son ancien camarade de classe, dont il avait complètement, a plus ou moins oublié l'existence, enfin en tout cas il pensait plus à lui, est devenu serial killer. Et donc tout d'un coup, bah, je sais pas ce qui doit te passer dans ta tête à ce moment-là, mais quand tu repasses les moments que tu as pu vivre avec une telle personne, ça va être assez troublant, quoi. Et donc c'est ce que j'aime chez Derf Bagderf, chez ses bandes dessinées, c'est qu'il y a une espèce de cohérence totale, il y a vraiment une vision d'auteur dans sa manière de faire exprimer sa personnalité, quoi. Son dessin underground de fanzine, mais extrêmement juste, en noir et blanc, parfois avec une couleur monochrome. Le type de personnage qu'il met en scène, le type d'histoire qu'il raconte, tout ça forme vraiment une belle homogénéité, quoi. Et quand tu lis une bande dessinée de Bagderf, t'as l'impression d'être en face d'une bande dessinée très cohérente, et de mon interprétation que j'ai du truc, j'en découle quelque chose en fait d'une vision d'auteur très honnête. Il y a un truc aussi rigolo qui, bon c'est très spéculatif ce que je veux dire, mais qui je trouve lie l'album Punk Rock et Mobiliums et Mon ami Dahmer ensemble. C'est le personnage de Otto dans Mobiliums, et donc de Dahmer. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de liens entre les deux personnages, quoi. Donc Mobiliums est sorti avant la version définitive de Mon ami Dahmer. Mais Otto et Dahmer sont tous les deux des personnages qui étaient maigrichons et qui d'une année à l'autre, lors de leur année lycée, sont devenus des grands mecs costauds. Ce sont tous les deux des marginaux qui se sont fait harceler à l'école, qui sont complètement en décalage avec les autres élèves. Mais Otto, lui, est un personnage vraiment positif, quoi. Faut vraiment lire cette bande dessinée, ce personnage il est vraiment cool. Il cite du Tolkien tout le temps, ça me fait vraiment délirer ça. Parce que c'est assez étrange, quoi. C'est comme si Bagderf avait mis dans Otto une espèce de réalité alternative de ce que Dahmer aurait pu être en tant que marginal, de ce qu'aurait pu être Dahmer s'il n'avait pas eu ces troubles psychologiques de base, et que donc il aurait eu des prédispositions, on va dire, pour pouvoir tirer de la force de ce monde de marginalité. Parce que Otto est un personnage qui a une certaine appréhension de la vie vraiment particulière, mais en même temps dans une espèce de profonde honnêteté et de complète jouissance de la vie au quotidien, quoi. Un maximum, le mec il va profiter de la vie, il ne va pas être complexé, il va s'assumer pleinement tel qu'il est, tel qu'il a envie d'être. Et donc mis en contraste avec le personnage de Dahmer, on a une espèce de version de ce que
peut donner en positivité une vie qui n'est pas forcément facile et qui n'est pas d'emblée acceptée par la société. Donc c'est aussi intéressant de voir un personnage duquel peut ressortir différents éléments communs avec Dahmer, qui sont positifs, même si encore une fois Dahmer lui est parti avec des boulets aux pieds très durs, notamment ses pulsions sexuelles et morbides, ce que Otto n'a pas, donc ça c'est une énorme différence. Ils ne partent pas sur un même pied d'égalité, même s'ils ont beaucoup de choses en commun, d'un point de vue vécu, d'un point de vue physique. Et du coup l'auteur va représenter l'isolement de Dahmer de plein de manières différentes. Bon, tout simplement déjà en représentant Dahmer parfois au sein d'une foule, mais complètement isolé du reste des autres personnages, quoi. Ou aussi, dans une case, vers le début, il va carrément placer Dahmer en avant-plan dans l'image dans une cantine, mais il va le placer hors du cadre, quoi. Il va être carrément en dehors de la case, donc en dehors du monde des autres personnages dont il est exclu. Et Dahmer, tout au long du récit, va aussi être beaucoup placé dans des cadres qui vont l'isoler, dans des cadres visuels, quoi. Donc ça va être une porte, un casier, une fenêtre, tous des éléments comme ça, qui vont isoler Dahmer au sein de la composition de la case, et le mettre au sein de la case, une autre case dans laquelle se trouve Dahmer, quoi. Et cet isolement dans la case est aussi accentué, je trouve, quand Dahmer est seul dans la case. Parfois c'est juste la forme de la case où Dahmer va tout sembler étriqué, et aussi le contour de la case qui est assez épais, et ça c'est pas juste dans ce bouquin là, c'est un style de dessin de Dave Bagderf, c'est une de ses identités graphiques, c'est de faire des contours de case assez épais. Mais ici je trouve que parfois, à certains moments, parce que souvent dans les bandes dessinées, le contour de la case, on n'y fait plus trop attention pendant sa lecture, mais parfois je trouve qu'ici, dans des moments où on sent fortement une isolation de Dahmer, je trouve on se souvient tout d'un coup du contour de la case qui accentue encore ce sentiment d'isolation. Et même, je trouve qu'au sein d'une bande dessinée, d'une page de bande dessinée, d'une double page même, une composition, avec toutes les juxtapositions différentes du personnage de Dahmer qui va être seul dans chacune des cases, où on va le voir donc toutes ces itérations positionnées les unes par rapport aux autres, les unes à côté des autres, et bien ça va encore accentuer le fait qu'il est juste seul avec lui-même et complètement livré à lui-même. C'est pas juste une longue scène où il est seul, quoi, c'est une scène qui va être découpée en plein de moments qu'on va nous montrer en même temps et enfermée dans toutes ces cases au sein d'une page, ce qui va encore, paradoxalement presque, parce qu'on va le voir plein de fois, mais ça va encore accentuer son isolation. Et il va y avoir plein de mises en scène comme ça, parce que Dave Bagderf, dans toutes ses bandes dessinées, est quelqu'un d'assez astucieux quand même, dans sa manière de mettre en scène parfois les bulles, les cases, c'est vraiment, il est très habile. Et aussi je parlais de son dessin connoté fanzine, mais son dessin est aussi très juste, justement, c'est ça qui est beau. Et qu'ici donc, Bagderf nous montre une version de ce dessin-là, mais vraiment maîtrisée, et dans une mise en scène vraiment impeccable. Et ici par exemple on va voir Dahmer occupé de rigoler très fortement d'une personne qui est en train de souffrir. Et au moment où il va commencer à éclater de rire, tout d'un coup il va être bien seul dans la case, et tout le décor derrière lui va s'effacer pour montrer qu'il s'isole vraiment, qu'il est complètement décalé par rapport au reste du monde. Et le moment où son camarade de classe va le rappeler à l'ordre, dire mais pourquoi tu rigoles, c'est pas normal, tout d'un coup on va le revoir avec un plan plus éloigné et entouré des personnages et du décor. Même s'il est occupé de rigoler, on sait via la case où il était isolé que lui dans sa tête ça se passe comme ça, quoi. Il est vraiment hors du monde, il est isolé, il est seul, tout s'efface autour de lui, tout est abstrait autour de lui, il n'y a plus de point d'accroche, et il rigole seul dans, je sais pas si on peut dire une folie, je sais pas, j'ai pas envie de mal utiliser ce genre de mots, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et le truc le plus fort que fait Bagderf pour montrer l'isolation du personnage, c'est il va montrer à beaucoup de moments des cases pleines pages, la case complète qui prend la taille de la page, et donc dans la grande case, il va mettre une seconde case entourée de vide, dans laquelle il va être enfermé Dahmer. Donc ça c'est assez génial, je trouve, c'est assez osé et ça fonctionne super bien pour vraiment, ça renforce vraiment tellement bien ces moments tragiques ou marquants où Dahmer est isolé, de le mettre dans une double case, quoi. C'est vraiment une utilisation géniale d'un code de la bande dessinée hyper classique et utilisé quasiment dans toutes les bandes dessinées. Il y a encore une autre utilisation de case qui est vraiment cool, c'est vers la fin, Dahmer qui a déjà commis son premier crime, va être ramené par un camarade de classe qu'il a croisé par hasard sur la route, et ce camarade de classe va le ramener en voiture chez lui. Et à ce moment-là, la maison familiale de Dahmer a été complètement abandonnée de ses parents à cause d'histoires familiales compliquées. Et donc Dahmer est vraiment livré à lui-même face à ses démons dans la maison familiale. Il a complètement été abandonné de tous pour le coup. Et le moment où son ami va le ramener chez lui, c'est la nuit. Et la case dans laquelle se trouve la maison, c'est une maison en plus qui est plongée dans l'obscurité, qui est noire,
la case ne va pas être alignée avec le reste des cases normalement, quoi. Il va centrer la case au sein de son strip, ce qui encore une fois accentue la solitude, mais cette fois-ci c'est avec la position de la case au sein de la page par rapport au reste des cases alignées normalement. Et en plus ici on va voir les phares de la voiture qui vont être projetés sur la maison, et donc les phares qui sont doubles, et c'est pas très compliqué d'aller chercher ou même d'avoir instinctivement de créer du sens par rapport à ça, quoi. Les phares doubles qui sont une lumière qui éclaire sur la maison, et que c'est les derniers moments où on va voir Dahmer accompagné de quelqu'un. Et que donc, au moment où cette voiture va s'en aller, les phares vont s'enlever de la maison et lui va complètement se retrouver seul et plus en binôme. Et d'ailleurs, ce truc de montrer quelque chose en double va aussi être utilisé juste avant, quand Dahmer va sélectionner sa première victime, qui est un autostoppeur, où on va voir le reflet sur les lunettes de soleil de l'autostoppeur de la voiture de Dahmer qui s'approche de lui. Et donc c'est à la fois le regard de l'autostoppeur qui voit la voiture arriver, et aussi vu que c'est un reflet, c'est aussi une projection de ce que peut voir Dahmer sur l'autostoppeur. Et aussi parce que les meurtres de Dahmer, c'est aussi une manière pour lui, une manière sordide pour lui de combler l'isolation qu'il avait avec le monde entier. Vu que ça, je sais pas dit, mais Dahmer est homosexuel, et qu'à l'époque c'est quelque chose qui se disait pas du tout, et d'ailleurs dans le documentaire NBC, son père a dit que s'il avait appris à l'époque que Dahmer était homosexuel, il l'aurait envoyé dans des camps de réhabilitation, je sais plus comment on dit ça, mais ces camps affreux où on veut déshomosexualiser les gens. Et qu'en plus de son homosexualité qui déjà n'aurait pas été acceptée, il avait quelque chose d'encore plus inavouable et qui était des pulsions malsaines pour le coup, de nécrophilie. Et donc Dahmer avait, avant de commettre ce meurtre, un fantasme récurrent. Il matait un jogger qui passait près de chez lui, qui faisait sa course. Et donc Dahmer fantasmait sur lui et l'observait en cachette. Et la première fois qu'on nous montre ça, on a une vue, on a le regard voyeur justement sur le jogger par rapport au plan qu'on nous donne. Et par rapport au fait aussi qu'on va avoir une vue d'abord extérieure sur Dahmer qui, depuis derrière une grille, donc une grille qui l'isole du monde, est occupé d'observer le jogger, et qu'au sein de la maison, qui là va représenter son état d'esprit, son enfermement mental, on est dans sa tête quoi, directement. On va directement voir le fantasme de Dahmer et voir le jogger couché, mort sur son lit. Et que là c'est un moment encore où Dahmer essaie de combattre ses pulsions où il n'y a pas encore cédé. Et que le moment beaucoup plus loin où il va y avoir l'autostoppeur, là on va directement être dans la voiture de Dahmer, dans son intérieur, on va directement être à ses côtés, depuis son point d'observation sur l'autostoppeur. Et comme je disais, il va y avoir ce jeu de reflets sur les lunettes de l'autostoppeur, sur la vue de la voiture qui est à la fois le regard de l'autostoppeur et à la fois le point depuis lequel l'observe Dahmer. Donc directement imprimé sur le visage de la personne, on va déjà avoir Dahmer, cette fois-ci, qui est directement en face de lui, et plus dans une cachette, mais on va montrer Dahmer uniquement sous forme d'ombre désincarnée, à ce moment-là dans le reflet, et aussi au moment où il va récupérer l'autostoppeur, quoi. L'auteur va presque désincarner humainement Dahmer à ce moment-là. Et donc la finalité, c'est forcément l'autostoppeur qui rentre dans la voiture, donc dans la maison, dans la chambre, dans l'espace mental de Dahmer, et qui va se faire enfermer dedans. Et Dahmer, dans la dernière case où il ouvre sa porte, va clairement être montré dans le vitre arrière, à nouveau dans un cadre qui l'isole, mais cette fois-ci, on va voir son bras dépassé. Donc il va sortir de son isolement, et donc c'est le moment où il décide enfin de sortir de sa bulle, mais c'est pour commettre l'irréparable. Et un autre truc cool par exemple que Bagderf met en scène, c'est dans la manière de représenter le texte. Ici, le texte narratif extérieur nous raconte un moment où les choses basculent pour le personnage, où c'est vraiment un moment décisif, ou avec sa mère qui l'abandonne. Et ici le texte va nous montrer de travers pour accentuer le fait que c'est un moment où la réalité, le quotidien de Bagderf va se reverser et on va perdre pied, tout se bascule quoi, littéralement. Et ça c'est la narration extérieure de la voix off, parce qu'il a une omniscience, il est déjà dans le futur, il sait que c'est un moment où les choses vont basculer, et donc il présente le texte de cette manière-là, mais le texte de Dahmer où il répond à sa mère, lui va être montré de manière normale, donc droit, ce qui va encore plus contraster par rapport au texte en diagonale, pour montrer que Dahmer, lui, là, il décide de prendre sur lui tout simplement, de se montrer moins touché qu'il ne l'est, quoi. Et un autre truc intéressant, c'est le fait que Bagderf était déjà dessinateur à l'époque, et qu'il avait fait, lors de son adolescence, des dessins de Dahmer, lors du moment où il le fréquentait.
et qu'il va intégrer directement des dessins de l'époque dans sa bande dessinée. Et également aussi avec la photo de classe où il a montré directement la véritable photo de classe où sa tête a été barrée. Et donc il va intégrer des pans de la réalité de l'époque directement dans sa bande dessinée. Et donc ça ancre encore davantage une bande dessinée dans le réel. Et aussi ça c'est troublant de voir comment il s'était réapproprié Dahmer, ce personnage décalé, pour en faire directement vraiment un personnage pour le coup, un personnage absurde. Et que là, bien des années après, il décide à nouveau de remettre en scène Dahmer, mais dans un tout autre but. On n'est plus du tout dans la parodie de quelqu'un, mais dans le fait de raconter un drame. Voilà du coup ce que j'avais à dire sur mon ami Dahmer et sur Derf Black Derf. Je reparlerai peut-être encore de lui pour parler de Trashed ou Penrock et Mobile Homes. Il y a pas mal de trucs à dire, comme c'est quelqu'un qui fait très attention à sa mise en scène. Il y a toujours plein de choses intéressantes à raconter pour parler de bande dessinée avec le travail de Black Derf. Du coup merci d'avoir regardé, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et on peut passer à la troisième revue du mois.